Bien. Alors, cette analyse de la répartition des radicaux du verbe aller par Guillaume a été publiée dans un numéro du Français moderne de juillet 41 et vous le retrouvez dans Langage et sciences du langage. L'analyse l'analyse de la répartition de ces radicaux prend en considération à la fois la chronogénèse, vous le verrez, la notion de personne, et puis des éléments étymologiques. Alors, pour la compréhension de l'esprit général de cette analyse, Guillaume écrit la chose suivante. La tâche constructive qui incombe à la langue dans le cas du verbe aller est de faire que ce système se distribue partie par partie, phase après phase, suivant la loi de meilleure convenance entre les éléments matériels appelés à en devenir le support. Ce qu'il appelle ici les éléments matériels, ce sont les signifiants. Ces éléments sont d'une part les trois radicaux du verbe aller et d'autre part les différentes personnes dont le verbe, le mode nominal une fois dépassé, prend la marque. Le mobile, c'est-à-dire la raison, qui agit dans cette distribution, donc ça veut dire qu'il y a bien une raison que cette distribution n'est pas faite au hasard, dominée par la loi de meilleure convenance, et l'affinité naturelle des éléments qui devront s'ajuster. Bien, donc cette loi de meilleure convenance, elle dit simplement que, sans entrer dans les détails, mais que dans une langue, lorsqu'un signifié s'élabore, la langue dans son histoire va aller chercher parmi les signifiants disponibles ceux qui conviennent le mieux au signifié. Donc cette idée de convenance, de loi de meilleure convenance et d'affinité naturelle, vous voyez qu'elle est dans son principe assez foncièrement opposée au principe de l'arbitraire. Puisque le signifiant, là, va s'ajuster au signifié pour certaines raisons. Alors, donc, ça, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc, du point de vue de l'analyse temporelle, ce qui va être retenu, c'est la distinction des chronothèses, et à l'intérieur de l'indicatif, la distinction entre le passé, le présent et le futur. Alors, souvenez-vous pour l'instant, et on y reviendra tout à l'heure, que ce qu'on a vu en présentant la chronothèse, c'était que la chronothèse 1 et la chronothèse 2 sont avant la chronothèse 3. Alors, on a vu également que le présent de l'indicatif est composé d'une parcelle de passé oméga d'une parcelle de futur, alpha. Quant à la personne, alors, l'analyse de la personne, elle est la suivante. Vous avez une distinction entre les personnes 1, 2, 3 d'un côté et 6, c'est-à-dire, ou la troisième personne du pluriel, si vous voulez, de l'autre. Je, tu, il, elle et il, elle au pluriel. Ce sont des personnes simples. Alors, l'argument ici, pour la personne 6, c'est que ça reste une personne simple qui multiplie la même personne. Quand vous dites ils partent, vous prenez bien un ensemble de personnes qui sont toutes sur le même plan et qui sont mises au pluriel. Alors que les personnes 4 et 5, nous et vous, sont des personnes doubles. C'est-à-dire, nous, c'est toi et moi. Ou alors moi et d'autres que moi. Et vous, c'est toi et d'autres que toi. D'accord ? Donc, il y a dans le signifié de puissance de la personne un écart, une vraie distinction entre ces personnes 4 et 5 qui ont des propriétés de sens fondamentalement différentes des propriétés des personnes 1, 2, 3, 6. Alors, vous voyez, vous pouvez deviner dès maintenant à quoi ça sert, à quoi ça va servir cette mise en place d'une distinction des personnes 4 et 5. Ça va nous permettre après d'expliquer nous allons, vous allez, qui ne marche pas du tout comme je vais, tu vas, il va. Alors, l'analyse de la personne est la suivante.
en gros, la personne en tant que catégorie relève fondamentalement du temps vécu, qui ne peut être conçu que présent, et non du temps pensé, qui peut être conçu comme passé, présent, futur. Le présent est composé de 2 chronotypes, donc il y a des chronotypes d'appui pour les personnes. Et d'une manière générale, les personnes simples correspondent à un seul chronotype, le chronotype alpha, alors que les 2 chronotypes alpha et oméga sont nécessaires pour les personnes doubles. Alors ça, si vous voulez, c'est un parti pris théorique. Pas vraiment, on pourrait entrer dans le détail des explications, mais je vais donner quelques explications tout à l'heure pour justifier un peu ça. Alors maintenant, voilà le cœur de l'analyse. Voilà comment ça le premier moment. Le radical ir vient d'un verbe latin, ire, qui veut dire aller, et le radical v vient d'un verbe latin vadere, qui veut dire aussi aller, mais il y a une différence d'aspect entre les deux. Ire est d'aspect indéterminé, c'est-à-dire qu'il est imperfectif, et vadere est d'aspect déterminé ou perfectif. Alors, je rappelle un peu la distinction entre un verbe imperfectif et un verbe perfectif. Un verbe imperfectif, si vous voulez, l'événement qu'il désigne se déclenche dès le début du processus, par exemple marcher, quand vous marchez, le fait de marcher, ça commence à partir du moment où on commence de marcher, puis on peut continuer de marcher, etc. etc. Mais si vous opposez à marcher, donc d'aspect imperfectif, à un verbe comme exploser, par exemple, exploser, il y a le déclenchement du procès se fait au terme. Et du coup, la durée interne du procès est perçue comme très réduite. Bon. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on peut difficilement utiliser des périphrases comme continuer de avec les verbes perfectifs. Continuer d'exploser, c'est un peu étrange. C'est possible s'il y a plusieurs explosions qui se succèdent, par exemple, mais si on prend un événement d'explosion, eh bien, exploser, c'est un verbe d'aspect perfectif, dans la mesure où le déclenchement du procès suppose l'atteinte du terminus ad quem. Alors, ensuite, il y a une analyse qui va relier le futur et l'imperfectif, et le présent et le perfectif. Pourquoi ? Parce que l'imperfectif, si vous voulez, justement, puisqu'on peut dire continuer de, il n'y a pas de limitation avec un verbe à l'imperfectif. Le procès d'un verbe à l'imperfectif, il se continue sans cesse. Alors que le perfectif suppose des bornes beaucoup plus étroites. D'où l'idée qu'il y a un lien entre l'idée de futur qui est une sorte de dimension temporelle illimitée vers l'avant, si vous voulez, et puis le présent qui est de toute façon limité. Pourquoi ? Alors, pour les raisons suivantes, admettre la pertinence d'un terminus ad quem, donc l'aboutissement, qui est caractéristique de l'aspect perfectif, dans le développement du futur, revient à une limitation du futur. Le temps est trop étroitement borné pour être considéré comme futur, il est donc considéré comme appartenant encore au présent. Mais s'il n'y a pas de terminus ad quem dans le développement du futur, l'aspect imperfectif ou indéterminé, le temps peut être considéré comme un véritable futur. D'où le lien entre le radical i, aspect indéterminé, affinité naturelle avec le futur, du coup, et le radical v, issu d'un verbe d'aspect déterminé, ayant une affinité naturelle avec le présent. D'accord ? Donc ça, c'est l'explication de départ pour dire que ire va plutôt avec le futur et vadere plutôt avec le présent. Et une explication, là, ce moment de l'argumentation, il est uniquement basé sur l'étymologie et sur les propriétés aspectuelles des deux verbes latins qui sont les étymons de ces deux radicaux. Bon, pour le radical al, semble-t-il, et là, Guillaume renvoie à des études de Meillet, on ne connaît pas trop son étymologie, donc on ne peut pas tellement décider de son affinité avec quoi que ce soit. Deuxième
Alors, bon, c'est très bien tout ça, mais il y a quand même un problème résiduel pour nous allons et vous allez, puisque il y a bien cette affinité entre le présent et le perfectif, donc ce qui fait que wadere, le radical V, convient pour le présent, mais nous n'avons pas nous vont, vous V. Bon. Donc, il y aura quelque chose à expliquer pour le cas particulier de nous allons, vous allez. Une citation de Guillaume, un fait curieux, c'est que ce radical de présent V, qui convient à la personne simple, représentée par les trois premières personnes du singulier et la troisième du pluriel, du point de vue qualitatif, la troisième personne du pluriel reste une personne simple, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, qui multiplie la même personne mais n'associe pas deux personnes différentes. Donc, un fait curieux, c'est que ce radical de présent V, qui convient à la personne simple, disconvienne dans le présent même, quand il s'agit de la personne double, représentée par la première du pluriel, nous, égale toi et moi, et la deuxième du pluriel, vous, toi et lui. On dit je vais, tu vas, il va, ils vont, et nous allons, vous allez. Bien. Alors, l'explication maintenant que donne Guillaume, et je continue, je lis un autre passage donc de cet article. Ce fait curieux trouve son explication dans la forme intérieure du présent. Le présent, être sténonome, alors sténonome ça veut dire qui tend vers la plus grande étroitesse. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais dans le sens inverse. On a vu qu'il y avait un présent large et qui allait vers un présent étroit. Bon, si vous voulez, l'être du présent pour Guillaume, c'est d'aller vers le plus étroit. C'est ce qu'il appelle sténonome. Bon. Le présent être sténonome dont la loi est l'étroitesse est fait de deux parcelles de temps aussi petites qu'on voudra. L'une de passé que nous nommons le chronotype oméga, l'autre de futur que nous nommons le chronotype alpha. Tant que la personne est simple, un seul chronotype lui est une assiette, c'est-à-dire un support, suffisante. Chronotype qui, dans le cas de wadere, se rapportant à l'imminent, sera le chronotype alpha. Mais que la personne soit double, l'assiette d'un seul chronotype lui sera trop étroite. Deux lui seront nécessaires, d'où l'obligation de recourir au chronotype oméga, qui est la parcelle passée du présent. Du fait qu'elle occupe les deux parcelles constitutives du présent, celle de futur et celle de passé, la personne double requiert un autre radical que la personne simple qui n'occupe du présent que la parcelle future. Donc, vous voyez un peu l'explication, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur la personne qui était les personnes doubles fondées sur deux chronotypes. Donc, cette explication-là permet de justifier le traitement un peu particulier de nous allons, vous allez, pour dire que du coup, en raison du fait que la personne 4 et la personne 5 reposent sur deux chronotypes, le radical de présent, qui est vraiment lié uniquement au chronotype alpha, ne suffit plus et il faut aller chercher autre chose. Alors, suite de la citation. La distinction qui s'établit de ce chef dans l'esprit, vous voyez, toujours dans l'esprit, c'est toujours l'idée que mentalement on construit des choses. Celle d'une personne simple, décitive. Alors, il y a une opposition entre décitive et inceptive qui vient de la logique de Port-Royal. J'ai indiqué ici la note en bas de page que donne Guillaume. En gros, inceptive, c'est qui a commencé d'être, décitive, qui a cessé d'être. Bon. Ces deux termes, décitif et inceptif, qui disent on ne peut mieux que ce qu'il fallait dire ici, sont empruntés à la logique de Port-Royal. Voilà. Bon, donc, une personne simple, décitive, du côté du passé, sous laquelle le passé a cessé d'être, et en convenance, pour cette raison, avec le radical de présent. Si le passé a cessé d'être, on n'est plus que dans le présent. D'une personne double, inceptive, du côté du passé, donc où le passé a commencé d'être, contrairement au cas de la personne décitive, sous laquelle le passé a commencé d'être, et en convenance, pour cette raison, avec le radical al, dont on verra qu'il est le radical du passé, interprété d'une manière qui en recule les bornes, fort au-delà de celle qu'on lui assigne à première vue. Bon, ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Ça nous donne donc, comme bilan, pour l'instant, de l'analyse, l'affinité naturelle entre le radical ir et l'époque future, fondée sur l'idée que iré est d'un aspect indéterminé, imperfectif, donc qu'en tant que tel, dans la mesure où l'imperfectif n'est pas borné dans le temps
futur, eh bien, il y a une affinité entre ce radical et le futur et le conditionnel. Une affinité entre V et l'époque présente liée à l'aspect perfectif du verbe latin vadere, ce qui marche pour le présent sauf pour les personnes 4 et 5. Et si le radical V ne correspond pas aux personnes 4 et 5 du présent, c'est parce que ce sont des personnes doubles, qui donc en tant que telles véhiculent une idée de passé, c'est-à-dire la présence du chronotype oméga sur les personnes doubles. Bien. Alors il reste à expliquer pourquoi Al convient à tout le reste. Alors l'explication, vous pouvez peut-être la deviner, c'est que en fait, Al va être considéré comme convenant à l'expression du passé. Mais alors, du passé dans un sens beaucoup plus large que le passé des époques, dont on parlait tout à l'heure en opposant l'époque future et l'époque passée. Qu'est-ce que c'est que le passé pour Guillaume? C'est d'abord, bien entendu, le passé dans la catégorie du temps. Le passé simple et l'imparfait. Donc effectivement, on a j'allais, tu allais, ayes ou aï, il alla, il allait, etc. Bon. Donc ça, pas de problème. Ok, al convient pour le passé, dans la catégorie du temps. Mais c'est aussi le passé dans la catégorie du mode. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, rappelez-vous, dans la chronogénèse, le mode quasi-nominal et le mode subjonctif sont antérieurs au mode indicatif. Donc du point de vue du processus chronogénétique, on peut considérer que le quasi-nominal et le subjonctif sont des passés de l'indicatif, des passés chronogénétiques. Quasi-nominal et subjonctif sont des passés, sont avant, quelque sorte, l'indicatif. Et enfin, le passé dans la catégorie de la personne, puisque on a vu que la personne double est analysée comme contenant un chronotype oméga, et donc que en tant que telle, elle est liée au passé. Dans le cas du verbe vadere, le chronotype d'appui des personnes simples est alpha parce que le verbe se rapporte à l'imminent, mais l'appui plus large requis par les personnes doubles implique le recours au chronotype oméga par celle de passé du présent, ce qui suffit pour que soit perçue l'inadéquation du radical V et que soit fait appel à un radical de passé al, d'où nous allions, vous alliez. Donc au total, on peut représenter l'ensemble de cette analyse sur le tableau suivant. Donc vous avez le radical al qui renvoie à une affinité avec le passé, passé de la personne, nous allons, vous allez, passé du mode, infinitif, participe présent, participe passé, subjonctif présent, subjonctif passé, passé du temps, passé simple, imparfait. V, affinité avec le présent, sauf dans le cas des personnes doubles, et al, affinité avec le futur. J'irai et j'irai. Alors, ce qui est particulièrement intéressant dans l'analyse de Guillaume, c'est qu'elle fait apparaître un isomorphisme dans la répartition des radicaux du verbe aller. D'habitude, on analyse le signifié des radicaux, là, V, al, ir, comme étant le même. C'est-à-dire que l'alternance de V, al, ir ne change rien à l'idée qu'on parle de quelqu'un, enfin, du concept de aller. J'irai, c'est l'idée d'aller. Comme je vais, c'est l'idée d'aller. Comme j'allais, c'est l'idée d'aller. Bon. Donc, généralement, on considère que ces trois signes, enfin ces trois signifiants, V, al, ir, ont un seul et même signifié, l'idée d'aller. Mais l'analyse de Guillaume est complètement différente. L'idée, c'est que le signifié du verbe, du radical V, c'est bien sûr, SG ici, ça symbolise signifié, enfin ça abrège signifié générique. Le signifié du radical V, c'est un signifié générique qui veut dire l'idée d'aller, mais c'est aussi un signifié spécifique, c'est l'idée de présent qui est en plus dedans. Le signifié de ir, c'est aussi le signifié générique, c'est-à-dire l'idée d'aller,
mais aussi avec un signifié un peu plus spécifique, qui est l'idée de futur. Et le signifié de al, c'est un signifié générique qui est l'idée d'aller, à nouveau, c'est le même, et un troisième signifié, qui est un signifié spécifique, avec une idée de passé. Donc vous voyez, on a, contrairement au cas traditionnel, on a une analyse des signifiés des trois radicaux qui va vers une différenciation des trois signifiés. Ils ne sont plus tout à fait équivalents du point de vue du sens. Ce qui conduit, du coup, à un traitement isomorphique. C'est-à-dire que, dans l'analyse traditionnelle, vous avez trois signifiants, V, al et ir, pour un seul et même signifié qui est aller. Tandis que dans l'analyse donc c'est ce qu'on appelle le polymorphisme, c'est-à-dire plusieurs formes pour un seul signifié, plusieurs signifiants pour un seul signifié. Tandis que l'analyse de Guillaume nous conduit à observer un isomorphisme, conduit à mettre en évidence un isomorphisme. C'est-à-dire que V correspond au signifié aller plus présent, al au signifié aller plus passé, ir au signifié aller plus futur. C'est donc une idée complètement différente. Encore deux citations de Guillaume qui donnent une idée des conséquences et de l'intérêt de son analyse. Ainsi, la répartition des radicaux du verbe aller entre les formes de la conjugaison française n'est pas, comme on pourrait être enclin à le supposer, par la difficulté d'en percevoir la raison, une chose immotivée. Pas immotivée. Donc, pas immotivée, ça veut dire motivé. Ça veut dire donc non arbitraire. Et là, au contraire, des motifs profonds et subtils, comme seules les langues, dont l'intensité de perception psychologique est inégalable, savent en découvrir. Alors ça, c'est une idée très à laquelle, disons très constante de la linguistique guillaumienne, c'est que les langues sont des théories. La langue elle-même est une théorie. La langue a retenu certaines perceptions du monde, etc., qui sont inscrites, etc., et parfois des perceptions du monde qui sont pas du tout, qui sont des choses beaucoup plus subtiles que ce qui se voit, etc. Bon, passons. De cette profondeur et de cette subtilité, le lecteur a déjà pu se faire une idée par ce qui précède. Donc ça, c'est vers la conclusion de l'article. Elles apparaissent plus grandes encore quand, en creusant le sujet, on discerne que les motifs qu'ont les radicaux du verbe aller de se répartir comme ils le font entre les formes de la conjugaison française sont tributaires d'un dessein dominant qui est de normaliser la conjugaison du verbe aller non par le moyen brutal qui consisterait à promouvoir le radical al au rang de radical unique et à conjuguer en conséquence j'allerai, j'all, nous allons, etc. Donc ça, c'est un phénomène qui existe dans la diachronie. Parfois, il y a un alignement. Bon. Mais là, il y a quelque chose de plus subtil. Mais par le moyen éminemment subtil qui consiste à accroître, partout où c'est possible dans le système du verbe, la part qui revient psychologiquement au passé et du même coup au radical al, qui en assume dans le plan lexical l'expression. Donc on voit bien ici, dans une citation de ce genre, que ce que découvre Guillaume en faisant cette analyse, enfin ce qu'il prétend découvrir, disons, c'est qu'il met au jour un certain nombre de raisons, d'explications, qui vont justifier que tel signifiant convienne plutôt qu'un autre à tel ou tel signifié. Et donc il distingue un certain type de solutions, plus subtiles que les solutions d'alignement radical, qui sont des solutions là d'analogie un peu brutale. Il y a un autre type d'analogie qui joue ici entre signifiant et signifié. Je poursuis avec une autre citation qui appartient également à la partie conclusive de l'article. L'intérêt de cette étude est d'avoir démontré le caractère temporel des radicaux du verbe aller. Vous voyez ? Le caractère temporel des radicaux du verbe aller. C'est exactement
ce que je voulais formuler en utilisant ces abréviations. Donc l'intérêt de cette étude est d'avoir démontré le caractère temporel des radicaux du verbe aller, qui n'avait pas été clairement perçu jusqu'à présent. Il semble que ce caractère eût été remarqué plus tôt si, mettant les choses à leur place dans la perspective historique, on avait vu d'emblée dans la pluralité des thèmes radicaux du verbe aller et dans leur répartition entre les formes de la conjugaison française, la continuation à une date tardive et dans le cadre étroit d'un verbe qui s'y prête d'un procès, l'interférence du temps lexical rendu par des moyens de vocabulaire et du temps grammatical rendu par des moyens de morphologie, qui fut originairement et pendant longtemps, dans les langues indo-européennes, le facteur principal de la systématisation du verbe. Donc vous voyez qu'ici, il y a une réflexion un petit peu, disons une perspective, sur cette idée que le temps peut être véhiculé aussi bien par les moyens purement grammaticaux que sont les morphèmes de temps, mais aussi par des moyens lexicaux. Alors, pardon ? C'était la première fois d'utiliser ce terme temps lexical ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Gouillon qui a trouvé cette notion. Gouillon, vous pensez ? Oui, mais de toute façon qu'il y ait un temps lexical, l'idée, d'une manière générale, est assez ancienne, puisque simplement l'aspect, dans l'analyse en termes d'aspect, on a bien un aspect lexical, et comme ça une idée de temps lexical. Mais de dire qu'il y a de l'idée de passer à l'intérieur du radical al, ça évidemment, c'est une originalité assez proprement guillaumienne. Je vous donne aussi cette note que je trouve intéressante. La propension du verbe aller, donc je cite à nouveau l'article de Guillaume, la propension du verbe aller et aussi du verbe être. Alors parce que, évidemment, on va se poser la question de, ok, il y a un traitement un peu spécial de ce verbe, mais pourquoi pas d'autres et vous voyez que comme par hasard, aller, être, pour avoir, on a aussi des choses un peu différentes, donc c'est pas n'importe quel verbe qui sont concernés par ces répartitions de radicaux très subtiles. La propension du verbe aller et aussi du verbe être à se recomposer de radicaux nantis d'une valeur temporelle est un sujet qui invite de toutes parts à la réflexion profonde. Deux choses surtout piquent la curiosité. Que le fait n'est pas particulier à une seule langue, mais se retrouve dans beaucoup. Alors là, il ne donne pas d'exemple, mais il faudrait faire une analyse pour voir plus loin. Que, dans le cas d'une langue aussi riche que le français en possibilité d'exprimer le temps grammatical, rendu par des moyens de morphologie, la conservation de ces radicaux apparaît dénuée de toute utilité pratique. En effet, je veux dire, on aurait très bien pu imaginer qu'au plan historique, il y ait une généralisation du radical al. Il existerait donc, entre ces deux verbes, donc être et aller, et l'image abstraite du temps, un lien non pragmatique, donc c'est pas purement pratique, communicationnel, si vous voulez, un lien non pragmatique d'ordre essentiel, et ce lien serait assez fort pour tenir en échec la tendance pragmatique de la langue à normaliser. On a commencé l'étude de cette question sans avoir obtenu jusqu'ici de résultats concluants. Donc vous voyez que la question est ouverte. D'ailleurs, mes étudiants avaient, il y a quelques temps, essayé de faire une analyse équivalente pour être. Bon, mais c'était un Master 2, c'était encore débutant, mais il y aurait une thèse à faire sur ce sujet, bien sûr. Pour aller, être, avoir, évidemment, ce sont des mots ce sont des verbes qui ont tendance, alors pour être et avoir, c'est très net, ce sont des auxiliaires, mais aller fonctionne aussi un petit peu de cette façon-là. Bon, il semble assez clair qu'il y a un lien entre le fait que ces verbes aient un sens extrêmement général, très grammatical finalement. Donc, au fond, si ces verbes ont un sens un peu grammatical en tant qu'auxiliaire, c'est pas très étonnant qu'ils soient aptes à porter des valeurs grammaticales comme des valeurs temporelles. C'est du lexical bien sûr, mais ils sont à la frontière entre le lexical et le grammatical. Alors, concluons. Et là, je reprends donc une citation du livre que je citais tout à l'heure. L'apport de Guillaume consiste à montrer que le champ de la motivation relative
c'est-à-dire le degré de systématicité ou d'analycité, est plus grand qu'il ne semble de prime abord. Dire que les radicaux du verbe aller ne sont pas distribués au hasard, mais selon un principe de répartition fondé sur une analyse temporelle, c'est montrer qu'une rationalité est à l'œuvre là où l'on ne percevait que de l'aléatoire. Ce gain de rationalité est un gain de motivation relative. L'arbitraire n'est donc pas nié au nom d'un principe de non-arbitrarité, mais limité par motivation relative. Donc on est bien là dans l'idée que la motivation relative va plus loin que ce qu'on imagine parfois. Alors, ce qui est particulièrement intéressant dans cette analyse des radicaux du verbe aller par Guillaume, c'est qu'il y a une confirmation, au fond, par la diachronie. Il y a un phénomène diachronique dont on peut considérer qu'il est une confirmation. En ancien français, il y avait 2 radicaux pour faire le subjonctif de aller. Il y avait un subjonctif en voise et un subjonctif en aille. Eh bien, l'analyse de Guillaume permet, si on l'accepte, d'expliquer pourquoi le subjonctif en aille a été maintenu. Tout simplement parce que dans l'analyse, peu à peu, le radical al est vu comme étant lié à l'idée de passé, le radical v à l'idée de présent, et le subjonctif, en tant que passé chronogénétique, et en tant que n'ayant pas d'affinité suffisamment grande avec le présent, puisqu'on a bien vu qu'il n'y a pas de temps au subjonctif, même s'il y a du subjonctif présent, eh bien ce radical-là ne convenait pas. Alors, voilà, c'est une explication un peu ad hoc, si l'on veut, mais tout de même, jusqu'à présent, les diachroniciens n'en ont pas d'autres. On ne sait pas comment expliquer pourquoi on ne dit pas que je voise. Il fallait qu'il aille ici, il fallait qu'il voise ici. Bon. Alors, cette notion de maximalisation de l'isomorphisme, elle peut être schématisée sur un plan plus général de la façon suivante. Alors ça aussi, c'est un schéma que j'emprunte au livre, que je reprends du livre Le sens du signifiant. Alors, comment comprendre ce schéma? Vous avez, d'un côté, c'est l'idée que une langue, c'est de la sémiologie et du système. C'est une sémiologie systématique. Donc, vous avez, si vous voulez, comme une espèce de pôle abstrait ici, à gauche du point A, l'idée qu'on n'est pas encore dans le sémiologique. On est encore dans le monde référentiel. La réalité n'a pas encore été convertie en signe, en quelque sorte. À partir du moment où on entre dans le plan des signes, donc où on entre dans une sorte de sémiose, si vous voulez, eh bien on va être confronté au problème de la motivation de l'arbitraire, forcément. C'est-à-dire, puisque à partir du moment où il y a signe, il y a au moins ces 2 pôles de la forme du signe et du contenu, et le problème de leur relation qui se pose. La seule façon que ce problème ne se pose pas, c'est qu'on ne soit pas dans l'ordre du signe, donc qu'on soit encore dans l'ordre des choses, par exemple. D'où l'idée, ici, qu'il y a à gauche les référents. Bon. Et à l'autre extrémité, on a les concepts hors système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de systématique linguistique des concepts. Il y a une systématique purement conceptuelle, si on veut, mais ils ne sont pas organisés comme des parties du discours ou comme des mots, etc. Les concepts, on l'a vu, ils n'ont pas de morphogénèse, donc ils sont hors système. Bien. Donc, vous avez une sorte de figuration très abstraite là, de la langue, comme étant une sorte d'intermédiaire ou de combinaison d'une dimension sémiologique et d'une dimension systématique. Si on n'a pas de sémiologie, on n'est pas encore dans les signes, on est dans le monde. Si on n'a pas de systématique, on n'est plus dans la langue, on est en dehors du système et on est dans les pures idées, par exemple. Alors, comment ça marche? Vous avez 3 points, A, B et C. La première zone, qui va de A à B, c'est la motivation relative saussurienne. C'est-à-dire que ici, vous avez cette idée que
on a une limitation de l'arbitraire, que j'appelle ici syntagmatique, par le fait qu'il y a une compositionnalité du signe. Hein. On l'a vu avec Poirier, Cerisier, etc. Dans ce cas-là, vous avez un signe dont on peut dire qu'il n'est pas tout à fait arbitraire, parce que on peut deviner son signifié à partir des signifiants, même si je n'ai jamais entendu ce mot, cacaoyer, voilà, si vous n'avez jamais entendu le mot cacaoyer, vous pouvez deviner que c'est l'arbre sur lequel poussent les fèves de cacao, parce que vous avez le modèle de Poirier, Pommier, et que vous connaissez le mot cacao. Bon, eh bien, ça, c'est de la limitation par motivation syntagmatique. Elle peut être plus ou moins grande, c'est-à-dire que, mais ça, on n'a pas le temps on va pas avoir le temps de l'examiner, mais cette transparence de la motivation syntagmatique, elle est plus ou moins grande. C'est-à-dire que vous avez des mots entièrement transparents. Bon, par exemple, Poirier, ça va être entièrement transparent. Un autre exemple, je ne sais pas si je vous l'ai donné, je l'ai donné à un autre groupe d'étudiants, un exemple que j'ai découvert cette année parce que c'était un des mots nouveaux du petit Robert illustré, le potelet. Je vous ai parlé du potelet ? Non. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un potelet ? C'est un mot nouveau qui est entré là dans le dictionnaire, à votre avis. Un petit pot. Alors, ça pourrait être ça, mais ça n'est pas tout à fait ça. C'est bien un petit quelque chose, c'est pas un petit pot. Ça pourrait être un petit quoi ? Un potelet. C'est un petit poteau. Un potelet. Un petit poteau. Mais, alors, jusqu'à présent, vous voyez que c'est pas complètement transparent. Parce qu'on ne devine pas potelet comme on devine Poirier ou cacaoyer, si vous n'avez jamais entendu le mot cacaoyer. D'accord ? Puisqu'on hésite entre le petit pot et le petit poteau. Mais même quand on a compris que c'est un petit poteau, on n'a pas encore complètement compris. Parce qu'un potelet, c'est pas n'importe quel petit poteau. Qu'est-ce que c'est qu'un potelet ? Ça désigne vous savez, les petits poteaux qu'on trouve dans les rues piétonnes, par exemple, pour délimiter le passage des voitures, pour empêcher les voitures de se garer sur les zones piétonnes, ou alors encore les petits poteaux entre lesquels sont attachés des cordons dans des files d'attente au cinéma ou au théâtre, vous voyez ? Bon. C'est ça un potelet. Si on imagine des techniciens de l'EDF qui ont des poteaux électriques, et que dans leur hangar, il y a des grands poteaux qui font, je ne sais pas, 10 mètres de haut, et puis des petits poteaux qui font 5 mètres de haut. Mais jamais ces petits poteaux de 5 mètres de haut, on les appellera des potelets. Donc le potelet, c'est pas n'importe quel petit poteau, c'est un certain type de petit poteau. Donc vous voyez que la transparence est moins grande. Et puis, bon, on peut aller, je sais pas, il y a toutes sortes de cas dans lesquels on peut avoir une gradation de cette transparence. Donc, la transparence, quand elle est proche ici de ce point, eh bien, elle est faible, et plus on va de ce côté-là, plus elle est grande. Bon, à partir du point B, il faut considérer non plus un signe, mais il faut considérer plusieurs signes. Et c'est là qu'intervient l'exemple du verbe aller. Parce que dans le verbe aller, on a 3 radicaux pour un seul sens apparemment, et on analyse en termes d'isomorphisme. Donc en fait, l'idée, c'est que même quand il n'y a pas de motivation relative, lorsqu'on a plusieurs types de signes, eh bien, on a plus d'arbitraire dans le polymorphisme que dans l'isomorphisme. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai donné le schéma du polymorphisme et de l'isomorphisme. Le polymorphisme est très arbitraire. Alors, ce polymorphisme-là, il ne vaut pas pour le verbe aller, on peut le contester, mais il y a d'autres cas dans les langues où il existe du polymorphisme. Je ne sais pas, par exemple, l'homonymie. Vous avez l'avocat homme de loi et l'avocat le fruit. Bon, c'est du polymorphisme. Là, il faut vraiment être tordu pour essayer de trouver un lien sémantique entre l'avocat le fruit et l'avocat homme de loi. Bon, donc là, on a un polymorphisme irréductible. Et ça, si vous voulez, c'est ce qu'il y a de plus antisystématique dans la langue. Alors que l'isomorphisme, c'est plus régulier. Même s'il n'y a aucune motivation relative,
à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans ce schéma, le point extrême, le degré maximal d'arbitraire, eh bien, c'est en fait le point du polymorphisme. Alors, j'ai précisé ici, mais ça renvoie à des analyses assez détaillées du cours de linguistique générale, je ne vais pas le commenter, l'imitation par solidarité associative fondée sur la partie du discours, parce qu'au fond, chez Saussure, dans les notes des étudiants de Saussure, on trouve cette idée que le simple fait qu'il y ait une partie du discours, c'est déjà pas tout, ça montre qu'il y a déjà une certaine forme de motivation. Donc, parce qu'il y a un paradigme, c'est organisé. Et c'est pour cette raison que j'ai placé ici les concepts hors système, c'est parce que dès qu'on sort du système des parties du discours, on sort du système de la langue. Alors, schématiquement, on peut aussi représenter le degré de moins arbitraire vers le plus arbitraire de cette façon-là. Vous voyez, où on voit tout au bout, là, l'homonymie, le polymorphisme. Et puis, du moins arbitraire au plus arbitraire, donc ça revient à détailler cette zone 2, là. Hein. Le moins arbitraire, ça va être la monosémie, un mot pour un sens. Hein, voilà. Et donc, l'isomorphisme, c'est juste, au fond, c'est une sorte c'est presque de la monosémie parallèle. Et puis ensuite, vous avez ce qui correspond aux opérateurs de polysémie, hein, la restriction, l'extension de sens, la polysémie étroite, la polysémie lâche, la métonymie, la métaphore. Bon, ça, il faudrait le justifier en détail, hein, on n'a pas le temps, juste je vous montre ça comme ça. C'est que, pour vous montrer grosso modo que dans cette zone 2 ici, où je parle de l'asymétrie de la relation signifié-signifiant, hein, donc on a une relation non biunivoque, alors que là, on a une relation biunivoque, vous avez entre le cas extrême de la monosémie et le cas extrême du polymorphisme ou de l'homonymie. Hein. Polymorphisme et homonymie, c'est la même structure, sauf que dans un cas, ça concerne le lien. Enfin, vous avez plusieurs signifiés pour un seul signifiant, et dans l'autre, vous avez plusieurs signifiants pour un seul signifié. Mais ça revient au même du point de vue de la structure. Entre les deux, vous avez toute la polysémie, ici, hein, qui fait que vous avez deux signifiés pour un seul signifiant, mais ces deux signifiés ne sont pas complètement disjoints, comme ici. Ils ont un lien dans la polysémie. Et ce lien, on peut dire qu'il est plus ou moins large. Enfin, ce lien, on peut dire qu'il est plus ou moins étroit ou plus ou moins lâche, quoi. Voilà. Bien, alors, est-ce qu'il y a des questions pour terminer la séance? Je suis conscient que c'est un petit peu technique, ce cours, hein, mais j'ai voulu quand même traiter un cas particulier parce qu'il est assez paradigmatique disons, de la filiation guillaumienne de tout ça. Oui. Moi, j'ai pas très bien compris en quoi dans nous allons, vous allez, il y a une idée de patron. Ouais. Non, mais vous avez raison d'avoir du mal à comprendre ça parce que c'est là où on peut dire que l'analyse manque de justification. On peut accepter l'idée qu'il y a effectivement quelque chose de différent, c'est-à-dire ce sont des personnes doubles, hein, alors que toutes les autres sont des personnes simples. Mais là où le raisonnement grince un peu, si j'ose dire, c'est de dire que ces personnes doubles, parce qu'elles sont doubles, elles ont deux chronotypes et du coup il y a du passé. Et que ça donc on a l'impression qu'il s'arrange un petit peu avec sa théorie pour dire ça, hein, que c'est un peu tiré par les cheveux. Alors, je suis d'accord, hein, c'est vraiment limite. C'est insuffisant comme argumentation de la part de Guillaume. Et c'est le rôle des chercheurs d'aujourd'hui d'essayer de renforcer l'argumentation en essayant de trouver des arguments plus convaincants. Mais votre intuition de dire, bon, c'est un peu bizarre, je suis pas sûr de... Hein? Moi, non, pas encore, mais ça va venir. Bon, eh bien écoutez, merci de votre attention et à la semaine prochaine.